Salut les formulateurs en herbe, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, il faut que je filme cette deuxième vidéo sur les tensioactifs et les surfactants des gels, des gels douche, des gels douche ou des shampoings. Dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder parce que c'est la première partie, donc vous ne pouvez pas commencer à regarder la deuxième sans connaître la première. Dans cette première partie, j'avais parlé de l'introduction en général des tensioactifs. J'avais un peu présenté la façon dont on raisonnait avec des tensioactifs, des surfactants pour des produits lavants, et j'avais présenté la première catégorie qui était la catégorie des tensioactifs anioniques. Voilà, donc pour la deuxième vidéo, comme promis, ce sera les trois autres catégories qui sont non ioniques, amphotères et cationiques. Donc let's go pour le... Voilà. Si on veut, la première catégorie, ce sera non ionique dans cette vidéo. Non ionique, c'est des tensioactifs qui m'ont longtemps fait hésiter parce qu'il y a des tensioactifs qui ne sont pas naturels, et je sais qu'une grande partie de mon public recherche des ingrédients naturels, et ça m'a longtemps fait penser, réfléchir, et je me suis dit que moi, personnellement, quand j'ai commencé à apprendre les ingrédients cosmétiques, j'ai appris autant ceux qui étaient d'origine naturelle et ceux qui étaient d'origine synthétique. Pourquoi ? Parce que je voulais vraiment tout savoir. Je voulais tout savoir et je voulais pas être en manque de connaissances pour pouvoir être capable de tout faire et surtout de bien comprendre tout ce qu'il faut. Pour moi, il faut commencer par la généralité et ensuite se spécialiser. Donc ne restez pas, vous ne serez pas en manque, je vais quand même parler de choses naturelles dans cette vidéo, mais je pense que c'est quand même nécessaire de s'informer sur ce qui est quand même disons d'origine synthétique. Et puis voilà, en fait, faut savoir que ça existe et voilà, j'ai longtemps hésité, mais du coup j'ai choisi et je vais quand même parler de choses qui sont moins naturelles, mais quand même qui valent le coup d'en parler. En général, les tensioactifs non ioniques, ils sont plus chers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont compatibles avec tous les autres. Vous savez, quand on a des choses qui sont négatives, qui se mettent avec des choses négatives, ça va, ça passe. Pareil pour ce qui est positif. Par contre, quand on commence à utiliser des choses qui sont positives, négatives, avoir des mélanges de charges, ça va pas du tout, ça fait des grumeaux, ça fait des déphasages, ça va pas du tout dans les formules. Et c'est pour ça en fait que les tensioactifs non ioniques sont plus chers, parce qu'ils vont en général avec tous les autres tensioactifs, ils sont assez compatibles avec les autres. Ils font une mousse qui est assez fine, assez délicate on va dire, et ils sont aussi plutôt utilisés en tensioactifs secondaires pour diminuer l'agressivité de certains tensioactifs, notamment ceux qui seraient anioniques. Ouais, c'est tout. Et voilà, du coup on s'attaque à cette catégorie qui est la catégorie des non ioniques. Dans cette catégorie j'ai tellement hésité, je ne savais pas si je devais vous parler de matières premières qui ne sont pas issues du naturel, parce que je sais que j'ai un public qui se tourne assez vers le naturel, et moi aussi de toute façon je m'intéresse. Je me suis dit, vaut mieux tout savoir et après choisir que choisir et ne pas tout savoir. Je vais vous en parler quand même si ce sont des matières qui sont décriées par la presse, mais je voulais quand même apporter un point de vue plus critique et plus nuancé. Donc on va commencer par les alcanolamides. C'est des composants qui contiennent une fonction chimique amide. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, je ne vais pas trop détailler, mais elles ont des propriétés antistatiques, ils sont promoteurs de mousse, et ils donnent de la viscosité à la formule. Donc comme je l'ai dit, c'est une propriété qui est très recherchée, la viscosité. On n'a pas envie d'avoir quelque chose qui soit trop liquide. Des exemples d'alcanolamides, la loramide MEA. Donc MEA c'est pour monoéthanolamide, et la cocamide MIPA, la monoisopropanolamide. Et pourquoi elles se sont décriées en fait ces matières ? C'est parce qu'elles pourraient en fait libérer ce que l'on appelle des nitrosamides. C'est une substance qui est connue pour être cancérigène, et évidemment, c'est pas parce qu'on a cette matière première là dans notre shampoing, dans notre gel douche, que on va être exposé au cancer, parce qu'en fait tous les produits ils sont analysés. Il y a des impuretés comme justement les nitrosamides, il y a des impuretés, c'est très très contrôlé, et voilà, en fait on fait tout pour assurer en fait la sécurité des consommateurs, mais franchement c'est prévisible que dans le futur en fait c'est simplement voué à disparaître même si voilà c'est sûr, on peut l'utiliser sous certaines conditions et toujours en respectant
les seuils d'utilisation et toujours en contrôlant la qualité des matières, on va chercher d'autres solutions qui ne libéreront pas de potentiels cancérigènes. C'est juste logique en fait. C'est à peu près tout pour les alcanolamides. Et on va passer sur une autre catégorie, toujours aussi décriée, voire peut-être même plus, je sais pas. Les PEG et PPG, yay! Bon, c'est quoi le problème avec les PPG et les PEG? En fait, ce sont des tensioactifs qui ont aussi la capacité de réaliser des émulsions. Donc, vous les verrez même dans des crèmes, dans des lotions. En fait, ils sont très polyvalents. Pour ces tensioactifs-là, on utilise l'oxyde d'éthylène qui, en fait, dans une réaction avec un agent lipophile, donc un acide gras par exemple. Et cette réaction, elle va donner lieu à des composés qui vont avoir un motif qui va se répéter en chimie. On note ça avec un chiffre et en fait ça représente en moyenne combien de répétitions en fait il va y avoir de ce motif. Par exemple, PEG 60, ça veut dire que en moyenne le motif c'est un motif de 60, peut-être 61 ou 59, mais en moyenne c'est 60, voilà. Et c'est juste ça le chiffre en fait. Après tout, qu'est-ce que l'on peut dire des PEG et des PPG? On reproche à cette catégorie de matière, c'est qu'il y a une impureté que l'on appelle le 1,4-dioxane. C'est une substance qui est cancérigène, le 1,4-dioxane, et tout comme justement les alcanolamides là dont j'ai parlé juste avant. Les impuretés dans les cosmétiques, c'est très contrôlé, il faut que ça reste dans des taux vraiment très très faibles pour une utilisation normale du produit. Donc les produits cosmétiques sont sûrs, sont safe, il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. Mais c'est vrai que des personnes se disent oui, ça, plus l'impureté dont tu m'as parlé plus haut, plus les potentielles impuretés à gauche, à droite, est-ce que ça pourrait pas avoir un impact sur ma santé? Voilà, quand on veut formuler avec des labels naturels, on va évidemment éviter ce genre de tensioactifs. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est des tensioactifs qui sont vraiment très efficaces en termes de solubilisants, en termes d'émulsion. Enfin, on en retrouve aussi dans les bains de bouche. C'est pour vous dire à quel point ça solubilise et c'est efficace en fait. Donc le PEG 20 par exemple, ou le PEG 60, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil. Si vous avez des bains de bouche, regardez, je suis sûre que vous allez en trouver. Mais à part ça, à part les PPG, PEG et les alcanolamides, qu'est-ce qu'on retrouve dans la famille des tensioactifs non ioniques? On a ce qu'on appelle les alkyl polyglucosides, et eux aussi, je les affectionne particulièrement parce qu'ils sont biodégradables, ils sont plus doux, ils sont à base de glucose. C'est une chimie très, très intéressante, la chimie des sucres. Et ils sont peu coûteux, ils sont renouvelables, enfin ils sont moins irritants aussi, donc vraiment c'est presque, ça fait presque rêver. Bon, c'est pas très moussant par contre, mais c'est plutôt cool. Je vais vous donner quelques exemples assez pratiques et vous les retrouverez sur certains de vos gels douche, voire shampoings. Connaissez-vous le décylglucoside? Celui-là, il aide un peu pour améliorer la mousse, enfin la qualité de la mousse. Il est biodégradable. C'est aussi un super solubilisant. En fait, si vous avez besoin d'un petit tips, vous pouvez le mettre à 3% dans une eau micellaire et ça suffit, c'est tout. Il y a juste besoin de ça et c'est déjà bien. Donc pour une eau micellaire à base de tensioactifs naturels, c'est vraiment top. Après, on a cocoglucoside. Là, la mousse, quand on l'utilise, elle devient plus riche. Elle contient déjà un ester, donc il n'y aurait pas besoin d'ajouter entre guillemets d'agents relipidants dans le produit. C'est quelque chose d'assez doux et ça diminue l'agressivité du tensioactif anionique par exemple. Ensuite, on a le laurylglucoside. Donc ça, c'est seulement utilisé en tensioactif secondaire. Il est plutôt délicat, il s'utilise pour des produits de type visage ou corps bébé par exemple. On le retrouve dans les shampoings qui sont dits doux ou pour enfants. Donc laurylglucoside, c'est en général en fait cette famille que l'on appelle les alkyl polyglucosides. Et franchement, vous les retrouverez déjà avec leur petit nom, donc glucosides. Et ils sont assez sympas en fait. Ils sont biodégradables, ils sont doux. Ils font peut-être pas assez de mousse pour être utilisés en tensioactif principal, mais voilà, en plus ils sont peu coûteux et ça vaut toujours le coup de
de diminuer l'agressivité et d'augmenter la naturalité des formules, ça j'en suis convaincue. Et enfin, toute petite note par rapport aux esters de sorbitan. Vous les retrouverez par exemple sous le nom de sorbitan laurate, sorbitan stérate, sorbitan oléate. En fait, quand ils sont inférieurs à 5%, ils sont plutôt bien tolérés par la peau. Ils sont compatibles avec les autres tensioactifs, donc ça c'est vraiment une bonne chose. Enfin, c'est ce que je vous avais dit en fait. Et c'est biodégradable, donc vous pouvez aussi retenir ce qui est à base de sorbitan. Donc ouais, voilà. Et voilà, quatrième catégorie, ce sont les tensioactifs amphotères. Ce sont les tensioactifs en fait où la partie hydrophile, elle ne libère pas en fait une charge négative ou une charge positive, mais en fait elle libère les deux. Ou disons que dans un milieu acide ou dans un milieu basique, elle libérera du coup plus. Dans acide, ce sera plutôt quelque chose de positif et basique, ce sera plutôt quelque chose de négatif. Donc voilà, en fait, c'est une molécule qui est capable d'être un peu tout, un peu les deux. Il faut savoir que ces tensioactifs sont quand même intéressants parce qu'ils permettent en général, enfin globalement, d'améliorer la solubilité des tensioactifs, donc de tous les tensioactifs du mélange dans l'eau, en fait, dans la formule. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on formule avec des tensioactifs, on a un peu cette pâte de tensioactif qui ne veut pas se solubiliser dans l'eau. Et du coup, on mélange pendant un certain temps. On ne peut pas mélanger trop vite parce que sinon, ça fait de la mousse. Mais du coup, voilà, ajouter des tensioactifs amphotères, ça aide vraiment à solubiliser le tout et à ce que le procédé aille plus vite. Ce qu'il faut retenir avec les tensioactifs amphotères de façon générale, c'est bien évidemment le fait qu'ils peuvent être autant positifs que négatifs, libérer les deux charges en fait. Ça c'est leur particularité. Et du coup il y a autre chose qui est assez important de comprendre avec ça, c'est que ce sont des tensioactifs qui vont toujours diminuer l'agressivité. Du coup du tensioactif anionique par exemple, je prends ça comme exemple, mais ça peut être autre chose, hein. Tout ce qui est agressivité, diminuer l'agressivité, on peut utiliser les amphotères, ça va être efficace. Ça peut aussi épaissir les formules du coup en fonction du tensioactif auquel il est associé, hein. C'est toujours ça, c'est toujours en fonction de qui il y a dans la formule, et on va réussir à avoir quelque chose de plus ou moins épais, plus ou moins moussant, une mousse plus fine, une mousse plus dense, qui tient plus longtemps. En fait, tout dépend de la combinaison que vous faites. Et enfin, très important avec cette catégorie, la plupart, et je dirais une bonne majorité, ne sont pas compatibles avec les matières de type alginate, donc qui vient des algues en fait. Et voilà, du coup, dans cette famille des amphotères, je voulais vous parler des imidazolidines. On va le retrouver notamment sous le nom de sodium coco amphoacétate ou lauro-amphoacétate. Ce qui est bien avec cette catégorie-là, c'est qu'elle nous permet vraiment de donner une bonne viscosité avec pas mal de tensioactifs au final. Bon, ça dépend avec lequel il est combiné, mais en général, ça fonctionne assez bien. Ça donne de la viscosité, ça fait un peu de mousse aussi, donc c'est vraiment une catégorie très intéressante. Et que dire des dérivés de bétaïne? Déjà que c'est issu de la betterave, la plupart du temps. Et on peut les retrouver sous le nom par exemple de laurylbétaïne, cocobétaïne, cocamidopropylbétaïne, en fait tout ce qui finit par bétaïne. Ce que l'on peut dire à propos de ça, c'est que ce sont en fait des agents amphotères, donc ça c'est bon, ça fait partie de la famille des amphotères, mais vraiment ils sont très très utilisés en combinaison avec les tensioactifs primaires pour diminuer l'irritation du produit final. En fait, il faut savoir aussi que ce sont des choses qui sont tellement utilisées que souvent on associe le cocamidopropylbétaïne presque systématiquement tensioactifs anioniques, ceux qui sont irritants et tout, on le retrouve vraiment très souvent. Et si vous voulez, en fait, on a aussi d'autres choses qui sont intéressantes à propos de ça. C'est que à part tout ce qui finit par bétaïne, on a entre guillemets des remplaçants ou des... C'est pas vraiment un remplaçant, c'est juste qu'ils ont des propriétés un peu similaires, mais c'est une famille qui est différente. Par exemple, vous pouvez penser au cocamidopropylhydroxysultaïne. C'est presque la même structure, mais c'est différent et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et là, je vais vous parler de la famille en fait des cationiques. Il faut savoir que
les cationiques et les anioniques, ce sont vraiment les plus irritants, enfin de la famille des 4 en fait. Dans les 4 catégories, ce sont les 2 plus irritants. Pourquoi je vous en parle à la fin? Déjà parce que c'est pas ça qu'on utilise pour laver, entre guillemets, on n'utilise pas des tensioactifs cationiques pour la détergence, donc vous vous souvenez, eux ils libèrent une charge positive, au contraire des anioniques qui libèrent une charge négative. Pourquoi est-ce que j'en parle quand même? C'est parce que déjà ça fait partie de la famille des surfactants, donc je voulais quand même en parler. Ce qui est bien de savoir avec eux, c'est qu'ils peuvent apporter un effet antimicrobien, ça dépend lequel et ça dépend de quoi. Surtout, ils ont une bonne affinité avec la kératine du cheveu. Et en fait, quand on a des tensioactifs qui sont cationiques dans nos formules, on a des propriétés démêlantes et antistatiques. Donc c'est vraiment très utilisé, notamment dans les après-shampoings, qui se revendiquent sans silicone. En revanche, ça va y aller à fond sur les tensioactifs cationiques, croyez-moi. C'est super pour tout ce qui est démêlage, etc., etc. Ce n'est pas du tout naturel, c'est à base de polyquaternium par exemple, de bentrimonium chloride, ou alors, je sais pas, cétrimonium chloride. Voilà. Ça fait comme un démêlage sans silicone si vraiment le consommateur ne veut pas de silicone, mais ça reste quand même un produit qui est d'origine synthétique. Et je voulais quand même apporter un peu de nuance, comme d'habitude. Il faut savoir qu'il y a des polyquaterniums qui ont quand même des taux de naturalité et de biodégradabilité qui sont très très intéressants. On a des polyquaterniums qui sont biodégradables jusqu'à 86%, donc ça c'est quand même une super nouvelle. Mais techniquement, dans tout ce qui est moussant, lavant moussant, on va pas trop considérer en général les cationiques. On va juste se dire, si je fais un shampoing sans silicone, je peux utiliser des polyquaterniums ou du cétrimonium chloride. Si vous voulez un tips pour reconnaître les cationiques, en fait, vous pouvez regarder, ça finit par ium, polyquaternium, bentrimonium, et du coup ça c'est déjà une première piste. Et sinon c'est polyquaternium, un tiret et un chiffre. C'est exactement la même technologie que les PEG, c'est des motifs qui se répètent en fait, et c'est pour ça qu'on a un chiffre juste après. Bon voilà, ça c'était juste les cationiques, je ne veux pas trop m'éterniser là-dessus, et c'est peut-être déjà un peu trop là maintenant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, ça fait déjà la 2e vidéo sur les surfactants. Je ne sais pas s'il y en aura une 3e, une 4e, en fait ça dépend de si vous avez compris, si vous avez d'autres questions, si vous voulez des exemples, si ça vous aura rendu curieux d'aller jeter un œil sur les produits de votre salle de bain. Voilà, pour l'instant, moi je m'arrête à là sur cette vidéo sur les surfactants. J'ai été super contente de faire des recherches. Déjà, j'ai appris de nouvelles choses, comme à chaque fois. Et j'espère que les partager avec vous, ça vous aura fait plaisir, ça vous aura appris de nouvelles choses aussi. Et on se voit pour une autre vidéo. Si vous avez des idées, mettez-les en commentaire et mettez un like parce que ça soutient mon travail. Ciao!